Cela commence comme n'importe quel jour, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Un vieil homme noir pousse la porte du tribunal de Marseille, calme, digne, totalement inconscient, que dans quelques minutes, il sera humilié par ceux censés protéger la justice. Ils le voient comme un anonyme. Ils le méprisent, le brutalisent, et rien entre eux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent de toucher au mauvais homme, car il n'est pas n'importe qui. Il est celui qui peut les détruire légalement. Ce qui suit est un ouragan de justice et de vérité qui renversera tout. Il était un peu plus de 8 heures du matin quand Élie Moreau descendit de sa vieille Peugeot argentée et gravit les marches du tribunal fédéral. Le soleil peinait à percer à travers les platanes, dessinant de longues ombres sur la pierre. Il ajusta le col de sa veste bleu marine, serra la main sur son porte-documents en cuir et monta les marches. Ses pas résonnaient sur le sol, réguliers et assurés. Il n'était pas en robe de juge. Il ne l'était jamais hors audience. Il préférait entrer comme un citoyen, observateur, discret. Mais ce jour-là, on ne le vit pas comme un juge. On le vit juste comme un vieil homme noir de plus dans un lieu de pouvoir. Au contrôle de sécurité, l'atmosphère changea dès qu'il approcha. Le brigadier Franck Rivet, connu pour ses manières rugueuses, croisa les bras en voyant Élie. « Monsieur, sortez de la file », ordonna-t-il d'une voix dure. Élie s'arrêta. « Y a-t-il un problème, agent » demanda-t-il calmement. Rivet balaya Élie du regard, de ses cheveux argentés soigneusement coupés à ses chaussures cirées. Il y avait dans sa posture une assurance qui le dérangeait. Pas de badge visible. « Et on ne rentre pas ici n'importe comment, papy » marmonna-t-il. Élie sortit lentement ses papiers fédéraux. Le badge brillait sous la lumière. Rivet l'attrapa sans même le regarder vraiment, puis le glissa dans sa poche. « Rendez-le-moi » dit Élie d'un ton bas. Rivet s'approcha, sourire en coin. « Vous êtes pressé, papy » Une agente plus jeune près du scanner baissa les yeux, mal à l'aise, mais ne dit rien. « J'ai une audience » répondit Élie. « Alors vous allez suivre ma procédure » cracha Rivet avant de l'agripper par le bras pour l'écarter du passage. Il l'entraîna dans une petite salle sans fenêtre. Une chaise métallique, un scanner portatif et une tondeuse électrique attendaient. Élie sentit son cœur battre fort. « Je ne consens pas à cela » dit-il clairement. « Vous êtes suspect, c'est suffisant » répliqua Rivet. 2 autres agents entrèrent. Sans explication, ils le saisirent par les bras et le forcèrent à s'asseoir. La tondeuse bourdonna. « Que faites-vous » protesta-t-il. « Procédure standard. Vous pourriez cacher quelque chose là-dedans » ricana Rivet en pointant les cheveux gris d'Élie. La tondeuse toucha son cuir chevelu. Une mèche tomba au sol, puis une autre, puis une autre. Élie resta immobile. Pas de cris, pas de larmes. Juste le souffle court et les poings serrés. Les rires fusèrent. « Il fait plus propre comme ça » dit un agent. Rivet sourit. « Fallait venir avec du respect, vieux. » Quand ils eurent fini, Rivet lui rendit son badge d'un geste méprisant. « Allez, dégage. La salle d'audience, c'est par là. » Élie se leva. Sa tête était parsemée de plaques à vif, son pas un peu vacillant, mais sa détermination intacte. Chaque pas qu'il faisait vers la salle principale semblait plus lourd, non pas à cause de la peur, mais à cause de la colère ravalée. Il traversa les couloirs où certains baissèrent les yeux en le croisant. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes, des avocats, de simples citoyens s'étaient pressés sur les bancs, certains debout faute de place, tous venus pour assister à une audience hors du commun, une affaire de brutalité policière lors d'une manifestation pacifique. On murmurait, on spéculait, on échangeait des regards tendus. Tous savaient que ce procès pouvait changer quelque chose, ou tout enterrer encore une fois. Élie était censé entrer discrètement par l'arrière, comme les autres juges l'avaient toujours fait, à l'abri des regards. Mais aujourd'hui, il avait décidé autrement. Il poussa les grandes portes de chêne massif à 2 battants, sous les crépitements étouffés des caméras. Le silence tomba aussitôt, brutal, presque palpable. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Ils virent un vieil homme noir, le crâne fraîchement entaillé par une agression récente, marcher lentement mais résolument vers la chaise du juge. Aucun mot, aucun bruit ne perturba sa traversée. Élie avança entre les rangées bondées, son pas implacable résonnant sur le parquet usé. Chaque enjambée semblait alourdie par des décennies d'injustice portées sur ses épaules. Arrivé au pupitre,
Il monta les quelques marches qui menaient au siège du pouvoir. Là, il saisit sa robe noire, posée sur le dossier du fauteuil, et l'enfila avec une lenteur cérémoniale, comme s'il revêtait une armure forgée dans les douleurs du passé. Puis il s'assit, redressa la tête, fixa l'assemblée de ses yeux brûlants de détermination. « Le tribunal est en session, dit-il d'une voix qui ne trembla pas. Le procès commença. À mesure que défilaient les témoins, un lourd malaise s'installait. Parmi eux, Henri Beaulieu, un père rongé par le chagrin, raconta comment son fils de 17 ans, Marvin, avait été plaqué au sol et étouffé par un policier lors d'une manifestation silencieuse. Henri tremblait en parlant. Chaque mot semblait lui arracher un morceau d'âme. Il décrivit les yeux implorants de son fils, la brutalité, l'indifférence, les rires après coup. La salle était suspendue à ses lèvres. L'émotion nouait les gorges. Pendant une pause, alors que la tension était à son comble, Élie fixa un homme resté près de la porte, comme s'il tentait de se fondre dans le décor. Il leva la main et dit d'un ton sec « Approchez ». Le policier, Franck Rivet, blêmit sur place. Hésitant, il s'avança sous les regards lourds. « Nom complet pour le procès-verbal », ordonna Élie. Rivet bégaya. « Franck Rivet. Depuis combien d'années servez-vous dans cette juridiction ?»« 14 ans, répondit Rivet dans un souffle. Et combien d'hommes, combien de femmes avez-vous traité ainsi pendant ce temps ?» Un silence écrasant. Rivet resta muet. Alors Élie sortit un dossier épais, relié de cuir. Il l'ouvrit devant tout le monde. 12 plaintes officielles contre vous, toutes classées sans suite, toutes enterrées, cautionnées par ce même tribunal que vous prétendez servir. Il laissa planer ces mots dans l'air étouffant. Ce matin, vous avez agressé un juge fédéral. Il marqua une pause, laissant le murmure horrifié grandir. Vous êtes en état d'arrestation. Rivet tenta un geste, une protestation étouffée, mais déjà 2 officiers l'encerclaient, lui passaient les menottes sous les yeux d'un public glacé de stupeur. Le craquement métallique des menottes sembla retentir jusqu'au mur. Élie resta immobile, son visage de pierre. Ce moment fit l'effet d'une détonation dans la ville. Les jours suivants, le tribunal devint un véritable épicentre. Des foules se massèrent devant le bâtiment, brandissant pancartes et slogans. À l'intérieur, des employés, d'anciens officiers, des citoyens anonymes se succédèrent à la barre, portant chacun leur morceau de vérité. Ils racontaient des décennies de silence imposé, de verdicts truqués, d'intimidations subies. Élie ne se contenta pas de laisser les mots voler. Il proposa une réforme audacieuse, qu'il baptisa le « mandat Moreau ». Formation anti-préjugés obligatoire pour tous les agents publics, évaluation psychologique régulière, caméras dans toutes les salles d'interrogatoire, tolérance zéro pour toute discrimination avérée. Pas pour se venger, non, pour rebâtir, pour restaurer la justice là où elle avait été trahie. Il savait qu'il avait réveillé des forces anciennes et puissantes. Les menaces commencèrent vite, lettres anonymes, appels nocturnes, mais il ne plia pas. Chaque jour, il arrivait à l'audience sans escorte, marchant seul à travers les manifestants, le regard haut, le pas lent mais sûr. Le soir de la cérémonie officielle, lorsqu'on lui remit une médaille pour ses services exceptionnels à la justice, il refusa les discours préfabriqués. Au lieu de lire son allocution, il parla d'une voix calme. « Je ne suis pas ici parce que j'étais destiné à réussir. Je suis ici parce que j'ai refusé de tomber, même quand tout m'y poussait. » Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle. Mais tous ne célébraient pas. Ce même soir, alors qu'Élie rentrait chez lui sous les lampadaires tremblants de Marseille, sa silhouette seule, son crâne nu et fier brillant sous la lumière, une voiture noire sans plaque s'approcha doucement derrière lui. Élie sentit le danger. Il s'arrêta, se retourna lentement. 3 hommes encagoulés sortirent. Pas un mot. Ils s'approchèrent. Il leva la main. « Je n'ai pas peur de vous, » dit-il. Ils hésitèrent. Dans leurs yeux, un doute. Une peur primitive de cet homme qui n'avait jamais cédé. Puis l'un d'eux recula. Un autre baissa son arme. Élie marcha vers eux. Lentement. Un pas, puis un autre. Ils prirent la fuite. Élie resta là, seul sous les étoiles, son souffle court mais son cœur inébranlable. Ce n'était pas la fin du combat. Ce ne serait jamais la fin. Mais ce soir-là, sous les réverbères fatigués de la vieille ville, Élie Moreau sourit. Il avait commencé une guerre que personne ne pourrait plus étouffer. Une guerre où, pour la première fois, la vérité avait une chance.
Et cette fois, il n'était plus seul.